Certains voudraient que vous baissiez les yeux. Bientôt, vous ne pourrez plus boire ou manger comme autrefois. Avec le Covid, on vous a caché la vérité sur les masques et le dépistage massif. Petit à petit, ce que l'on pouvait dire hier n'est plus possible aujourd'hui. Google et YouTube nous pénalisent. Ce n'est pas un hasard si la loi Avia qui restreint nos libertés est la première loi votée après le confinement. On commence à vous habituer à obéir servilement et pister vos déplacements. Petit à petit, on vous apprend la soumission. Mais il y a des lueurs d'espoir. Ne les gâchez pas. Entrez en résistance. Vous avez les clés de TV Liberté. Quel destin tragique que celui du fils cadet du roi Louis XVI, le futur Louis XVII. Pour moi, sérieusement, c'est l'un des crimes les plus abjects commis pendant la période révolutionnaire, et pourtant il y en a un tas. Devenu héritier à la mort de son frère en 1789, la Révolution plongera sa courte vie dans le chaos. Enfermé, malmené, forcé de témoigner contre sa mère, il sera par la suite, après la mort de ses parents, détenu dans la prison du Temple dans des conditions épouvantables. Le cordonnier Simon et sa femme se chargeront de son éducation républicaine. Tu parles, ils vont surtout se charger de le torturer, ce pauvre gamin, et de le briser mentalement comme physiquement. Il mourra à 10 ans seulement, en 1795, victime de la cruauté de ses bourreaux, tout comme de la folie de cette époque de dégénérés. Oui, je m'emporte un peu, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Retour sur la fin tragique de l'enfant martyr de la Révolution. La semaine dernière, on a parlé ici même du destin tragique de l'aiglon Napoléon II. Et bien aujourd'hui, on va enchaîner avec un destin encore plus tragique, encore plus épouvantable, celui de Louis XVII. Et croyez-moi, c'est un autre niveau. La semaine prochaine, peut-être même qu'on continuera sur cette lancée avec la vie, tragique également, du prince impérial, le fils héritier de Napoléon III. Dites-moi si ça vous branche dans les commentaires, même si au fond, votre avis... Louis-Charles est né à Versailles le 27 mars 1785. Il est le deuxième fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et donc à la base, il n'est pas destiné à régner. Et déjà dès la naissance, des rumeurs commencent à agiter le petit monde de la cour et de la noblesse à propos du fait qu'il serait le fils non pas de Louis XVI, mais d'Axel de Fersen, le supposé amant de la reine, ce qui est entièrement faux, donc je passe là-dessus. Il est élevé par la gouvernante des enfants de France, Gabrielle de Polignac, qui lui donne son surnom de Chou d'amour. Et bon, je vais pas m'étendre sur son enfance, son éducation, tout ça. Elle est tout à fait classique, pour un fils de roi à la cour. Il ne devient dauphin de France, c'est-à-dire héritier de la couronne, qu'à la mort de son frère aîné, Louis-Joseph, le 4 juin 1789, frère décédé de la tuberculose. Le voilà donc premier héritier légitime du trône de France. Bon, jusqu'ici, tout va bien, sauf que je l'ai dit, on est en juin 1789. Et sa vie ne va pas tarder à basculer. La Révolution éclate, Louis-Charles a alors 4 ans et son premier traumatisme, si l'on peut dire, ce sera cette fameuse journée où les femmes de Paris vont venir réclamer du pain sous les fenêtres de Versailles. Vous savez, cette scène où la foule appelle son Autrichienne de mère au balcon, en l'insultant de tous les noms, évidemment. Elle vient d'abord avec ses enfants, donc lui et sa sœur, et là, la foule se met à crier « Pas les enfants, pas les enfants !» Alors ensuite, finalement, elle se présente seule face à une foule armée qui finit par crier « Vive la reine !» Voilà le niveau de l'opinion publique de tout temps, donc venez plus me parler de démocratie. D'ailleurs, petite parenthèse, cette scène est très joliment représentée dans le film La Révolution française de Robert Enrico et Richard T. Efron, que je vous recommande car malgré
tous ses défauts, parce que c'est un film historique, mais pour un film historique, justement, il est très correct et il montre les choses plus ou moins telles qu'elles sont, avec les abus de chaque côté et sans exagération d'un camp comme de l'autre. Enfin voilà, ce petit dauphin, la Révolution vient frapper à sa porte, et ce ne sera pas pour vendre des calendriers. Le 10 août 1792, à la chute de la monarchie, il n'est plus prince royal. 3 jours plus tard, il est emprisonné avec ses parents, dans la même pièce que sa mère tout d'abord, ensuite en compagnie de son père, qui va poursuivre son éducation malgré les circonstances. À partir du 11 décembre 92, le procès du roi, qu'on nomme désormais avec mépris Louis Capet, commence et l'enfant est donc remis à sa mère. Il ne reverra son père que le 20 janvier pour des derniers adieux, puisque son père sera guillotiné le lendemain. Lorsque Marie-Antoinette apprend que son mari vient d'être guillotiné, elle s'agenouille devant son fils, qui est désormais devenu, aux yeux de sa famille, aux yeux des royalistes et aux yeux de Dieu, Louis XVII, roi de France. D'ailleurs, à ce moment-là, toutes les puissances étrangères le reconnaissent ainsi, et son oncle également, le comte de Provence, futur Louis XVIII, et c'est aussi en son nom que les Vendéens, les Chouans et bien d'autres en province vont se révolter au cri de « Vive Louis XVII ». Malheureusement, vous en doutez bien, ce titre n'est sur le moment que théorique, puisqu'il est toujours en prison, c'est la République qui a été proclamée. Il reste avec sa mère jusqu'au 3 juillet 1793, date à laquelle le comité de salut public décide de l'arracher à sa mère pour le confier au cordonnier Simon et à sa femme. Ça nous donne une scène déchirante, celle d'un enfant qui veut sa maman, mais la République en a décidé autrement, elle a d'autres projets pour lui. Antoine Simon, le cordonnier, va être chargé de son éducation. Vous me direz, c'est assez paradoxal quand on sait qu'il sait à peine écrire. Oui, mais là, il est question d'éducation républicaine. Alors du coup, c'est cohérent. Enfin bref, la mission de Simon, grossier personnage brutal et imbécile, va être de faire oublier son origine à l'enfant, d'en faire le parfait petit républicain. Le procureur de la commune, Chaumette, responsable de cette décision, dira, je cite, « Je veux lui faire donner quelque éducation, je l'éloignerai de sa famille pour lui faire perdre l'idée de son rang. » Le petit Louis XVII est enfermé au 2e étage de la tour du Temple et la première sale besogne qu'on va le contraindre à accomplir, c'est de témoigner contre sa mère. On va tout faire pour lui retourner le cerveau et lui faire dire au procès de Marie-Antoinette, à 9 ans, que sa maman a eu des actes incestueux à son égard. Vous vous rendez compte à quel point c'est terrible, dégueulasse, et en plus d'être faux, évidemment. Heureusement que cette charge sera abandonnée avec le plaidoyer magnifique de Marie-Antoinette, mais le mal est fait. La suite, vous la connaissez, Marie-Antoinette est guillotinée à son tour, Louis n'a plus ni père ni mère, et passe son enfance avec ses 2 geôliers, sans respect ni amour, et le pire est encore à venir. Le 19 janvier 1794, les Simons déménagent. C'est là que le calvaire de l'enfant royal va prendre une tournure glauque et insupportable. Suite au départ des Simons, on enferme secrètement le gamin dans une pièce obscure, sans aucun confort, aucune hygiène, très peu de lumière, beaucoup d'humidité, au point d'ailleurs qu'on a du mal à ouvrir la porte qui est toute gonflée, et aucun, je dis bien aucun contact avec l'extérieur. Ça va durer 6 mois, jusqu'au 28 juillet 1794, 6 mois dans ces conditions pour un enfant de 9 ans. Le petit Louis XVII vit dans l'isolement total, accroupi comme un animal toute la journée. Son gardien lui glisse son repas à travers le guichet de la porte, un repas misérable bien entendu, je cite, « quelques fruits avariés ou trop secs, un peu de lait qui s'agitait inutilement au fond d'un bol ébréché. » Ça, c'est ce qu'écrit le docteur Pelletan. Le seul et unique contact qu'avait l'enfant, mis à part le repas glissé à travers le guichet de la porte, c'est la visite d'une petite souris grise tous les soirs. L'enfant l'avait plus ou moins apprivoisée, il partageait son repas avec elle, il attendait sa venue toute la journée. Cette souris, c'était le rayon de soleil de sa longue et triste journée. Lorsque Barras, président de la Convention thermidorienne, rend visite à l'enfant dans sa cellule, il le trouve dans un état de santé physique et mentale absolument déplorable. Il est muet, l'enfant, et totalement déshumanisé. Par conséquent, le comité de salut public décide, dans sa grande bonté humaniste et vertueuse, de lui affecter un autre gardien et d'améliorer quelque peu ses conditions de vie. On le change de cellule, de gardien aussi donc, mais il est déjà trop tard. À cause de ses conditions de détention et du traitement inhumain qui lui a été infligé pendant des mois et des mois, le petit Louis XVII est d'ores et déjà rongé par la gale, mais surtout
par la tuberculose. Au début du mois de mai 1795, le médecin Pierre-Joseph Desseaux, je ne sais pas comment on prononce, désolé, le décrit ainsi, je cite, « Mourant, victime de la misère la plus abjecte, de l'abandon le plus complet, un être abruti par les traitements les plus cruels. » Le 8 juin 1795, Louis XVII, roi de France, n'en déplaise à certains, meurt en captivité d'un vice scrofuleux, dit le rapport, en gros la tuberculose. Il avait à peine 10 ans. L'autopsie est réalisée le lendemain par le chirurgien Philippe-Jean Pelletan, puis le 12 juin, il est jeté secrètement dans l'anonymat, dans la fosse commune du cimetière Sainte-Marguerite. Pas beau ça. Triste fin pour cet enfant royal né au mauvais moment, victime de la cruauté de tout un système et de la folie de son temps. Fort heureusement, j'ai envie de dire, le chirurgien Pelletan a réussi à conserver son petit cœur qu'il avait camouflé dans un mouchoir, mis dans sa poche puis ramené chez lui et conservé dans un bocal d'alcool caché derrière sa bibliothèque. Après être passé de main en main, ce petit cœur momifié repose désormais depuis 2004 dans la nécropole royale de Saint-Denis. C'est grâce à ce cœur que des analyses ADN ont pu être faites en 2000, considérant qu'il s'agissait bien du cœur de Louis XVII. C'est pour ça que je n'ai pas souhaité entrer dans toutes les polémiques où l'on nous dit tantôt qu'il s'est évadé, tantôt qu'il a été remplacé par un autre enfant. J'ai pas voulu entrer dans les discussions sans fin au sujet des fameux faux dauphins non plus. Pour moi, l'ADN a parlé, faut arrêter. Puis surtout, ce n'est pas faire honneur à sa mémoire que de se livrer à ça. Oui, Louis XVII est mort au Temple, une mort due à ses conditions de détention inhumaines et révoltantes. Oui, c'est la République qui a assassiné cet enfant, comme elle a assassiné son père, sa mère et bien d'autres. Les histoires à dormir debout n'effaceront pas ce crime qui, je le répète, est pour moi l'un des plus abjects de la période révolutionnaire. Allez, merci à vous. N'oubliez pas les pouces bleus, commentez, partagez, soutenez TV Liberté, c'est important. Soutenez la réinformation historique et vive Louis XVII.